Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on parle de physique, de bien-être, de santé, tout ça autour des sports de force, du fitness. Aujourd'hui, le sujet du jour, je vais avoir une invitée spéciale, professionnelle du métier, pour le sujet qui va être les oubliés. Les oubliés, c'est qui? En ce moment, tout le monde s'appelle un petit peu les oubliés. Je pense que vous savez pourquoi avec l'actualité. Mais aujourd'hui, on va parler de ces petits muscles, pas forcément petits d'ailleurs, qui avaient pourtant bien besoin, j'insiste sur le bien besoin, d'une attention particulière. Ces muscles que peut-être actuellement vous êtes en train d'oublier, ou ces muscles que peut-être par le passé vous avez oubliés et maintenant ça vous cause des torts. Problèmes d'articulation, problèmes de posture, problèmes de déséquilibre physique, ou tout simplement douleur. Donc vous n'avez pas trop simplement l'idée, ou alors ça ne vous plaît pas physiquement sur le visuel. Charlotte va m'accompagner sur ce podcast, je la présente tout de suite et on va discuter autour de ça. C'est parti. Donc du coup je suis avec Charlotte en direct avec moi. Charlotte, je te laisse te présenter pour que tout le monde sache qui tu es. Salut à tous, donc moi je m'appelle Charlotte, je suis ostéo sur Lyon depuis 2016 maintenant. Je pratique dans 3 cabinets différents et puis plutôt basée dans le domaine du sport et la prévention posturale aussi, puisque je suis formée aussi en posture. Et du coup, je suis vraiment passionnée par l'anatomie, la bioméca, le corps humain et c'est ce qui aujourd'hui me permet de prendre en charge mes patients au quotidien. Ok, d'accord. Et sinon au niveau sportif, que fais-tu? Au niveau sportif, je fais du crossfit, Ouais. beaucoup, surtout quand les salles étaient ouvertes. C'est Et sûr. on va dire qu'on adapte à la maison aujourd'hui pour pouvoir rester actif parce que c'est hyper important. Et puis sinon, pareil, avant le confinement, je préparais des trails plutôt longs puisque mon objectif à la base de l'année 2020, c'était la Saint-Élion, le grand Ouais. format, donc les 77 kilomètres. Ok. Et donc du coup, qui n'a pas eu lieu? Et non, malheureusement, ouais, l'entraînement il a été coupé à partir vraiment du premier confinement parce que courir 1 heure autour de la maison, moi, c'était pas. J'aime là courir dans la nature, profiter, Ouais. m'évader pendant que je cours. Donc, forcément, là, j'étais un peu bloquée. Mais ça m'a Ouais. permis de changer ma pratique sportive aussi. Donc, c'était intéressant de pouvoir jongler entre le crossfit. J'ai pris le pilates aussi. J'ai commencé le pilates Ouais, voilà, vraiment tu as pendant le commencé de nouvelles confinement. activités. Ouais. Et, exactement, pour finalement compenser. Et au final, ça s'est bien ficelé et c'est devenu même assez complémentaire comme pratique sportive. Et finalement, ça se passe bien maintenant. Je trouve que j'arrive à jongler entre différents sports qui peuvent être complémentaires malgré ce qu'on peut penser au premier abord. Ouais, ouais, clairement. Non, mais après, c'est vrai que de manière générale, dans ta discipline, tout peut être complémentaire en fait. Quasiment toutes les disciplines peuvent être bénéfiques parce que tu es multicasquette. Donc au final, tu as besoin d'un petit peu de toucher à tout aussi. Ouais, sur le crossfit, complètement, à la base, ce qui est marrant parce qu'il y a quand même une mauvaise image autour du crossfit où on pense que c'est un peu un sport de brute, alors que le principe du crossfit de départ, c'est un sport santé, Ouais, puisqu'on est censé être à la fois endurant, fort, souple, mobile. Et du coup, c'est vrai que c'est un sport qui est très intéressant quand on le pratique, je pense, de façon intelligente et qu'on veut faire de la performance, mais de la performance propre. ouais, ouais. C'est pas forcément facile, mais c'était l'idée Non, principale. Ouais. c'est clairement pas facile. Je sais pas si tu connais CrossFit, je sais pas si je dis bien, Guégan sur Instagram. Oui. Ah Ouais, oui, c'est et incroyable. je Ils crois que font des c'est mèmes les de rois fou. du mème. Ah, c'est super drôle leur page. Ah, ils Bon, sont je suis incroyables. pas pratiquant de CrossFit, mais ça me fait super rire. Et du coup, ça me fait typiquement penser au mème où il y a que des chèvres et t'as le coach derrière qui fait bon, aujourd'hui on fait du propre et il y a tout plein de chèvres derrière qui font n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce qu'on peut voir des fois dans les salles. Alors, ça dépend. Enfin, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a différents types de crossfitters, mais du coup, c'est drôle parce qu'il y en a qui vont être absolument dans les PR. Je veux faire du lourd, je veux faire de Ouais, la charge, je veux faire de l'intensité.
Il y a ceux qui osent pas trop parce qu'ils ont peur de se blesser. Donc, du coup, ils sont là, mais un peu timides. Il y a des gens qui, du coup, sont juste là pour se faire plaisir, d'autres qui visent la compète. C'est intéressant, en fait, d'avoir ce mélange de personnes et de pouvoir... enfin, moi, j'ai la chance de travailler dans une salle de CrossFit en tant qu'ostéo. Du coup, bah, j'ai la chance d'avoir tous ces profils de Ouais, personnes en carrément, tant ouais. que patient. Et c'est hyper sympa, en fait, de pouvoir échanger avec eux, déjà d'un point de vue humain, et ensuite d'un point de vue attente physique, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en fonction de leur style de pratique. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça te fait une bonne multiplicité de profils. Et tu vois pas, du coup, des tendances qui reviennent malgré les pratiques qui sont différentes? Si. Bah, dans le CrossFit, on a quand même beaucoup tout ce qui est les lumbagos, Mhm. problème au niveau des lombaires, au niveau du bas de dos, c'est ce qui ressort le plus souvent quand même, Ouais, ou pas mal de tendinopathie des épaules. Au niveau des épaules, c'est bien vrai qu'il y a sûr. des Ouais. grosses contraintes. Et un des défauts, entre guillemets, que je pourrais dire du CrossFit, c'est qu'on a tendance à faire beaucoup de travail de poussée Ouais. et finalement pas assez compensé avec du tirage. Et du coup, ça crée des déséquilibres et c'est entre autres pour ça qu'on peut se retrouver avec des tendinopathies d'épaule parce que finalement, le tirage est un peu oublié dans cette discipline. Alors que c'est hyper important Ouais, et ouais, que clairement. c'est vrai qu'on a besoin pour avoir une ceinture scapulaire qui soit solide, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. On y reviendra là-dessus avec le sujet du jour, justement. Et c'est vrai que. Mais après, je pense que c'est un truc qui peut se programmer et se pallier. C'est pas une fatalité. Mais Mm. même moi, je le vois parce que je le sais très bien. Quand je prépare une préparation, une programmation avec un crossfitter, quand je m'occupe de son renforcement musculaire, je le fais quasiment pas travailler tout ce qui est poussé du type épaule, etc. C'est bien trop sollicité, ça sert à rien d'en rajouter plus. Ou alors un petit Ouais. peu, mais vraiment du spécifique, quoi. Ouais, je suis bien Euh, d'accord avec toi. ok, carrément. À chaque début de podcast, avant de démarrer avec quelqu'un, Charlotte, on a un jeu qui s'appelle le Fast and Leg Curl, qui aujourd'hui va être plutôt le Fast and Nordic Curl, parce que le Leg Curl, en général, il n'y en a pas dans les box de CrossFit. Et du coup, c'est 10 questions rapides auxquelles j'attends une réponse presque instinctivement. Voilà, ça s'enchaîne. Petit Ok. jingle, on est parti? Allez, ça marche. Allez, c'est parti, let's go. Première question, on y va. GHR ou GHD? J'ai HD. Ok. Cacahuète ou cacao? Cacao. Burpees ou Devil Press? Non, burpees. Banana bread ou cake salé? Banana bread. Seul ou à plusieurs? À plusieurs. Sieste ou marche digestive? Marche digestive. 1500 cales ou 2000 cales mais sans sucre? Ah, 1500 cales. Ok. La diagonale des fous ou un marathon row? Ou un marathon, pardon. Marathon row, c'est au rameur. Ah, marathon de rameur. Ah non, diagonale des fous pour moi. Ok. Ça Patate se fait pas. douce, pomme de terre. Patate douce. Julien en client ou Julien en coach? Les deux. Ça marche. Ça marche, merci Charlotte. Ouais, la diagonale des fous, t'en rêves? Ah, franchement, ça serait dingue, ouais. Bah, Ouais. c'est des courses mythiques. Après, ça demande des entraînements quand même qui sont vraiment intenses. Déjà pour juste la Saint-Élion, enfin juste la Saint-Élion, 77 km, c'est déjà pas mal. Oui. Mais déjà, quand je me suis rendu compte de l'investissement personnel que ça demande, Ouais. on se rend compte du travail qu'il y a derrière quand on voit des personnes qui préparent les UTMB, qui préparent ces longues distances, les ultra-trails. Enfin, c'est vraiment un travail mental. On a l'impression que c'est sur le moment, c'est physique et mental, mais c'est pas que sur le moment en fait. C'est la préparation, elle est incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Non, en tout cas, ça, c'est des courses. Faut quand même, c'est un niveau assez sérieux. La Mm-mm. diagonale des fous, est-ce que tu peux la présenter un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout parce que je pense qu'il y en a qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Bah, la diagonale des fous, c'est juste une course au travers de la Réunion. Ouais. Enfin, Donc, le truc, c'est juste la réunion quand même. C'est comme ça qu'il faut préciser. C'est c'est que c'est c'est pas juste tout plat. incroyable parce que voilà, c'est juste
du dénivelé tous les jours. Ouais. En plus, le but du jeu est quand même de rejoindre le point, enfin, le plus rapidement possible, en fait, le départ et l'arrivée. Donc, c'est d'aller vraiment au bout de soi-même. Là, c'est une des courses où il faut tout donner, qui est une des plus dures qui existent, je Ouais. pense, en termes de capacité physique, mentale. Et chez un trailer qui fait la Diagonale des Fous, dans tous les cas, c'est un super trailer. Je crois que c'est la course où il y a le plus de blessures au monde. C'est celle où il y a le plus de Bah, difficultés dessus. ça m'étonne pas, ouais. De toute façon, c'est une des plus dures. Le D+, c'est vraiment compliqué à gérer, hein, donc, enfin, c'est pas tant le D+. C'est pas le fait de monter qui est compliqué à gérer, c'est le fait de redescendre après être monté et de Ouais, recommencer une première fois. ouais, ouais, c'est Parce que ça. quand on est monté, tes quadris ils prennent un bon coup, et puis derrière, on a l'excentrique qui vient, donc tout ce qui est musculaire, ischio qui arrive, et en fait, c'est enfin, c'est vite compliqué, quoi. Dans la montée, on sollicite beaucoup toute la chaîne postérieure. Quand on relâche toute cette chaîne postérieure dans la descente, c'est vraiment, c'est là où il y a beaucoup de claquages. Ça arrive souvent sur les descentes. Ouais, bah après, ça marche pour la course, mais ça marche aussi pour une rando ou quoi. C'est souvent sous ce principe-là, hein. Enfin, pour quelqu'un qui Oui. n'a pas forcément la technique ou l'habitude ou le Mm. niveau pour la course en question ou pour la rando en question, ouais, c'est un truc qui arrive souvent. Bah, les randos, on se prépare pas souvent. On se dit, ah, mais une rando, Ouais, c'était une rando, c'est facile. ouais, ouais. Bah, non, 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 c'est non, pas. clairement. Ouais, ouais, je sais Les parce randos, que je suis l'année allée me dernière, balader sur le Mont Blanc. j'ai fait une rando l'été dernier à la sortie du premier confinement. Et on l'a vraiment un peu abusé dans le sens où on ne s'attendait pas. C'était avec Vince, je pense que tu le connais, il travaille avec moi Ouais. chez MST. Et en fait, c'était un petit peu haut en niveau. Et on était morts. Et à la fin, on voyait clairement qu'on subissait sur l'articulation et musculairement, on n'arrivait Mm. pas, quoi. Et pourtant, c'était pas fou, hein. Mais c'est C'était ça. pas... Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu t'entraînes tous les jours. Ouais. Enfin, Ah quasiment ouais, tous mais les jours. T'as un niveau, c'est pas le et même c'est là effort. où. Et en fait, Exactement. le plus dur, je pense que c'était de subir notre masse musculaire. Bah oui, là, c'est souvent ça le plus dur. On le voit, hein, de toute façon, tout ce qui est trail, tout ce qui est rando, marche nordique, c'est pas les mêmes fibres musculaires qui travaillent que Ouais, sur de la personne qui est plus musculeuse, en fait, tout bien simplement. sûr. Donc, les profils sont pas les mêmes, et l'endurance, bah, ça consomme énormément d'énergie. Ouais, Et donc, c'est quand même des personnes qui sont plus fines que ouais, ouais, c'est ça. Bah, le profil du crossfitter ou de la personne qui fait de la musculation, quoi. c'est le Donc, derrière, principe son même poids, il faut l'assumer. Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est le principe même de l'activité cardio en général. L'activité cardio doit nous rendre plus légères, mais au détriment aussi du muscle, malheureusement, entre guillemets, Mm. parce que bah, c'est ça, en fait. Ah bah, c'est Il clair. faut être de plus en plus léger pour tenir la distance et le rythme imposé, quoi. Ok, ça marche. Et donc, du coup, le sujet du jour, pour revenir dessus, même si on n'est pas si loin que ça au niveau des groupes musculaires, le sujet du jour tient à justement faire cette comparaison sur ces muscles pas forcément petits d'ailleurs, Mm. qui sont souvent oubliés. Alors, ça dépend de la pratique de la personne, bien sûr, mais on a quand même des tendances générales qui se distinguent facilement et qui pourtant auraient besoin d'attention. Euh, Est-ce que, en tant que professionnel, tu peux nous exposer un peu l'importance de faire attention à son équilibre? Bah, complètement. Enfin, moi, c'est ce que je vois tous les jours, en fait. Ouais. C'est assez marrant parce qu'on a beaucoup de pathologies, de douleurs qui sont secondaires, finalement, à un déficit musculaire, mais à distance du lieu de la douleur. Ouais. Je prends l'exemple, je m'occupe de pas mal de coureurs en ce moment qui font de la course d'orientation. Et donc, en début d'année, ce qu'on fait pour préparer les prochaines compétitions en temps normal, on va dire, on fait un bilan musculaire. Donc, moi, je travaille avec ce qu'on appelle les préférences motrices, mais ça marche pour n'importe quelle méthode de travail. En tout cas, ça nous permet de voir quelles sont les chaînes fortes de notre sportive, les chaînes plus faibles. Et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ils ont des points faibles sur leur chaîne forte. Et ils se retrouvent avec des pathologies derrière sur cette dernière. Donc, je prends un exemple concret qui devrait parler à pas mal de gens qui courent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Oui. Syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur qui arrive sur le côté externe du genou au bout de 1-2 km de course et qui fait stopper la course. On peut vraiment plus courir, retour à la marche.
Et pour revenir, une fois qu'il y a un syndrome de l'essuie-glace qui est en place, pour revenir sur un système neutre, c'est très compliqué. Et en fait, les 3 quarts du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un gros déséquilibre musculaire au niveau des fessiers, au niveau du moyen fessier. Et de plus en plus, ce que je remarque, et ce que je ne faisais pas forcément attention avant, c'est aussi au niveau du grand fessier. Ouais, ah ouais. Et en fait, ça nous donne un manque de stabilité au niveau du bassin qui compense par le TFL et qui provoque au final, donc le TFL, c'est vraiment le muscle qui est en avant des fessiers et qui est sur cette chaîne latérale de la jambe et qui est prolongé par cette bandelette fibreuse qui va aller jusqu'à notre bord externe du genou. Et finalement, c'est comme si notre manque de déficit musculaire, enfin notre déficit musculaire au niveau des fessiers, se répercutait sur notre genou. Ouais. Et nous, on va se dire au départ, je vais traiter la cause. Enfin, finalement, il a mal au genou, ben, je vais vérifier son genou. Et avec les tests, on se rend compte que ça vient de plus loin. Ouais, c'est fou ça. C'est incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu vois chez les hommes comme chez les femmes ou plutôt chez tout le monde. Chez tout le monde, ouais. D'accord. Ah ouais, franchement, là-dessus, il n'y a pas de différence. Ce qu'on voit aussi, ce qui est marrant et qu'il y a beaucoup d'a priori dessus, et pourtant, je le répète tous les jours à mes patients, je pense, c'est de travailler sur le transverse. Ouais. Le transverse, pour moi, c'est le muscle magique de la posture qu'on oublie de travailler ou qu'on ne veut pas travailler parce que du coup, pour le solliciter, la seule manière de le solliciter vraiment, c'est de travailler sur de l'expiration profonde avec de l'apnée expiratoire. Ouais. Donc, c'est des mouvements de type pilates, type yoga aussi. Et même si on peut le recruter sur de l'haltérophilie. Ouais, clairement. Parce qu'au contraire, c'est vachement complémentaire. Si on travaille en dehors de notre activité, sur de l'haltéro, mais ça change tout. Bien sûr. Parce que si ce muscle-là, il travaille correctement, les abdos profonds, ils sont juste hyper bien sollicités. Et du coup, les superficiels, ils vont être mieux sollicités aussi. La posture sera meilleure. Et entre guillemets, si la posture est meilleure, je vais soulever plus lourd et plus propre. Ouais, ça c'est clair. Et juste pour dire un peu les petites techniques, ça va être sous respiration par exemple. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme exercice facile? Moi, je pense au vacuum. Et après, peut-être d'autres choses que tu as comme idée. Mais... En fait, alors, le vacuum complètement. Et ce qui marche très bien aussi, c'est finalement, on peut l'intégrer dans tous nos exercices de gainage. Ouais. C'est-à-dire que sur une planche, on peut aller chercher à travailler sur de l'expiration, venir rentrer le ventre au maximum, aspirer le nombril au max, bloquer notre expiration, maintenir sur une petite dizaine de secondes et relâcher. Et finalement, j'aurai un gainage encore plus performant que celui que j'aurais pu chercher au départ, et plus profond surtout. Okay. Et ça, du coup, on peut le décliner avec tous les exercices, finalement, abdos qu'on utilise, plutôt que... nous, je sais que, par exemple, sur le CrossFit, on va retrouver les sit-ups ou les V-up, et qui sont des exercices qui, finalement, sollicitent beaucoup tout ce qui est grand droit, même il y a les obliques aussi qui vont rentrer en jeu, mais finalement, les abdos plus superficiels. Mais que si on a un bon gainage du transverse, on va le voir, parce qu'au lieu d'avoir des abdos qui poussent devant, le ventre va rester plat. Ouais. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on ne vient pas solliciter du coup la chaîne lombaire. On la protège et on fait des mouvements qui, en plus, sont plutôt santé. Alors qu'on pourrait croire au départ que les abdos, ça reste un mouvement qui peut paraître négatif parce qu'on se dit on peut se faire mal. Si on est bien gainé et qu'on gaine jusqu'au bout, au final, on peut se protéger le dos en faisant des abdos. Bien sûr, ouais. C'est une complémentarité de l'avant et l'arrière. Et ça, les gens le comprennent pas forcément. Bon, en même temps, c'est normal, mais c'est important de le préciser. Que voilà, vous avez un tronc, en fait. Grosso modo, vous avez un tronc et c'est important de le renforcer sur sa globalité. C'est votre socle de travail, quoi. Je sais que moi, en ostéo, c'est ma base un petit peu, si tu veux. Je commence vraiment par... je me dis, je stabilise le tronc et derrière, je vais voir la périphérie. Ouais. Donc après, on est bien d'accord qu'il y a des choses qui peuvent partir de la périphérie et remonter, c'est évident. Mais en attendant, si on a un bassin qui est stable, qui est stabilisé avec des muscles stabilisateurs du bassin, comme les fessiers, qui sont forts, un transverse qui est efficace, déjà, je pense qu'on peut s'éviter pas mal de mésaventures au niveau de la sangle abdominale, lombaire et des membres inférieurs. Et donc, du coup, tu inviterais tout le monde à travailler ses fessiers? Carrément. Carrément, à les renforcer, ça marche. Franchement, ouais. Les moyens fessiers, c'est hyper important. J'aime bien montrer à mes patients, c'est des mouvements que j'ai appris au CrossFit.
et finalement qui me servent dans ma pratique quotidienne pour donner des conseils aux patients en post-séance. Donc tout ce qui est, nous on appelle ça la Monster Walk, donc c'est avec de pouvoir le solliciter avec un élastique qu'on vient croiser au niveau des hanches et on vient chercher des pas en avant et sur le côté. Oui. Et honnêtement, moi j'ai été super surprise. La première fois que je l'ai fait, j'ai pris un élastique tout fin. On m'a dit t'inquiète pas, ça va chauffer. Ouais, ça a chauffé. Ouais. Oui, bien sûr. Après, ça reprend le principe de la chaise romaine, enfin de la chaise contre un mur. Exactement. Voilà, ça chauffe les quadriceps, quoi. Ok, ça marche. Bon, après, ça va pas être un mouvement où tu vas avoir un 100% synergiste sur le moyen fessier, dans le sens où ça reste quand même assez stabilisateur sur ce mouvement ou sur pas mal de mouvements connexes. Je pense au hip thrust en général, des choses comme ça, hein, des choses plus basiques. Ouais, Ou tout simplement. Tu vas être sur les grands fessiers, ouais. Ouais, ou c'est marche ça. en abduction, enfin d'aller chercher sur le côté. Hein. Après, l'idéal, ça, c'est de travailler en abduction. C'est clairement à partir de ce moment-là, en fait, où vous ouvrez, on va faire ça de manière grossière. Vous ouvrez la jambe sur le côté, on va parler d'abduction à ce niveau-là. C'est tous ces mouvements-là qui vont venir directement renforcer ces fameux moyens fessiers. Et c'est drôle parce que, en vrai, même moi, en tant que professionnel sur le renforcement musculaire, musculation, force, etc., c'est un truc qui est souvent négligé. Je vois rarement des personnes qui pensent pourtant bien travailler leurs fessiers ou peut-être ne les travaillent pas. Et il n'y a pas du tout de mouvement d'abduction, des choses comme ça. C'est un truc qui est souvent oublié. Et c'est dommage, parce que d'un autre côté, esthétiquement, c'est sympa, parce que ça vous donne un galbe. Et d'un autre côté, il y a le côté rend fou, quoi, parce que ça fait partie de votre base, comme disait Charlotte tout à l'heure. Ensuite, je voulais faire le rap. Bon, pour ceux pour tout le monde, sauf ceux qui sont sur YouTube, il y a le chat de Charlotte depuis tout à l'heure qui fait un peu de bruit et qui vient de passer là littéralement devant la caméra. Et tu sais que tout à l'heure, je t'écoutais et je me demandais si c'était pas un gamin qui disait maman. Non. Non, c'est juste mon chat. Mais ouais, il est un peu bruyant. Il a des périodes, tu sais, il fait sa crise d'ado, quoi. D'accord. Comme je ne m'occupe pas de lui, il n'est pas content. Donc voilà. On est ravis de savoir la vie de mon chat. Exactement. Alors, du coup, la posture de ton chat, qu'est-ce que tu en as? Non, je vais faire le rapport à la posture. Ouais. C'est aussi important sur le côté posture en général. Donc, du coup, je pense que toi, tu le vois aussi. Peut-être est-ce que tu as des clients qui ne sont pas forcément sportifs ou tu n'as que des sportifs maintenant? Non, j'ai de tout. Dans ma patientèle, j'ai du bébé de 15 jours à de la personne âgée. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que justement aussi, je vois la personne, entre guillemets, lambda dans ma patientèle. Et sur la posture, ouais, on fait pas mal de choses. Hein. On a beaucoup de troubles posturaux et encore plus, j'ai envie de dire, en ce moment. Ouais. Avec cette période où on est un petit peu plus sédentaire, où on est beaucoup sur les écrans et où on n'a pas forcément une position d'écran qui est adaptée en fait à notre quotidien, quoi, tout simplement, parce que on est devant des ordinateurs où on n'a pas forcément les yeux au regard de l'écran, enfin horizontal par rapport à l'écran. On est plutôt les épaules vers l'avant, le dos un petit peu voûté. Il suffit qu'on soit avachi un petit peu dans son canapé ou qu'on change de position. Enfin, tout ça, au fur et à mesure, ça s'accumule. Et notre corps, lui, il récupère toutes les contraintes. Ouais. Et finalement, derrière, il y a un moment donné où les contraintes, ça va créer une douleur. Il faut penser que la douleur, c'est pas forcément négatif. C'est un peu un warning que le corps il nous met. Et ça peut aussi nous motiver à bouger quand on est justement mal installé toute la journée, se dire je commence à avoir des petites tensions ou à sentir ça tire un peu dans ma nuque ou j'ai une petite fatigue, prendre 5 minutes, se mobiliser, bouger un petit peu le dos, venir se détendre, s'étirer, juste prendre 2 minutes pour le faire. Sur la journée, ça fait plusieurs fois 2 minutes et finalement, ça permet d'être plus confort au quotidien en fait. Ouais, c'est ça. Ça permet de vous délier ou d'éviter des nœuds, des choses comme ça, enfin des choses assez importantes quand même. Mais moi, je l'ai clairement senti aussi. C'est vrai que sur le premier confinement, j'avais pas trop de problèmes de posture où je faisais pas. Enfin voilà, je bougeais beaucoup quand même, ce qui faisait meilleur qu'en ce moment. Exactement. Et sur la période d'en ce moment, je bouge beaucoup moins, je marche beaucoup moins par jour.
et tu le sens physiquement, tu as l'impression que tu es un peu noué, J'ai un peu rouillé. Ouais, c'est ça, tu as plus de mal à bouger, à démarrer. L'échauffement, il est plus long. Bon, après, il fait plus froid aussi dans le garage où je m'entraîne, mais c'est aussi un problème à la chauffe, etc. Tu le sens. Par exemple, en été, tu bouges généralement beaucoup, tu démarres ta séance beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple de te mobiliser en général dans ces situations-là, quoi. Bon, sauf si tu sors bien sûr du travail et tu arrives directement dans ta salle de sport. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est clair. Là-dessus, à Ah ben, puis le 200%. premier confinement, c'est ce que tu dis. En fait, c'était facile parce que, bon, ce qui était le point neutre, le point difficile négatif, c'est qu'on était tous chez nous. Mais c'était aussi un point, entre guillemets, qui a pu être positif parce qu'on n'avait que ça à faire de bouger. Ouais, c'est clair. Et puis à ce On avait moment-là, on plus de cherchait tous temps. plein de solutions. Et donc, du coup, Exactement. on faisait pas mal d'activités. Alors que là, aujourd'hui, ce qui est compliqué, il y a le couvre-feu à 18h, il fait nuit, il fait Ouais. froid. Euh, Ça fait un moment qu'on est dans ces situations-là, donc le moral commence à en prendre un coup aussi, et ça commence à être plus compliqué de se motiver à bouger, alors Hmm. que finalement, c'est une des solutions, hein. Moi, je l'ai vu, j'ai arrêté là, pendant 3 semaines, le couvre-feu à 18h, je me disais, mais j'arrive plus à me motiver, je rentrais du cabinet, il était 19h30, 20h. Ouais. Et passer le cap de me dire, allez, je me change, je me mets dans mon salon, je mets le tapis, je lance la musique, j'y vais. J'arrivais pas du tout à le faire. C'est ça, parce qu'il n'y a pas eu d'étape, par exemple, où tu vas dans une salle de sport, tu termines le travail, tu vas dans une salle, donc bah voilà, t'es pas chez toi. Alors que là, tu rentres chez toi et bah, t'as le canapé, il est là. C'est ça. La cuisine, elle est là, il est déjà 19h30, tu fais, bah, c'est peut-être l'heure du repas, du coup, hein. Mais c'est vrai, hein, c'est exactement ça. Et au final, là, ça fait 15 jours, je me suis remis à bouger. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut. En plus, je me disais, je me suis fait rire moi-même parce que je me disais, tu dis à tes patients toute la journée, faites des exercices, travaillez notamment sur les épaules, sur votre ventre, faire un peu de gainage, prenez des cours en visio, etc. Et moi, j'arrive le soir, je fais rien. Non, mais la blague, l'ostéo. Et du coup, ça m'a mis en fait un électrochoc. Je me suis mis mon propre électrochoc. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me suis remise à bouger. J'ai suivi une petite prog en ligne de CrossFit qui propose des entraînements à la maison. Et en fait, d'avoir un objectif de me dire, bah, j'ai un warm-up, j'ai un échauffement, j'ai ma partie un peu plus technique avec les moyens que j'ai à la maison et j'ai mon WOD, et ben ça m'a relancé et je me suis dit non mais en fait c'est tellement bien de bouger, je suis tellement mieux, je dors mieux derrière, Ouais. j'ai envie de manger, enfin tout en découle en fait du mouvement finalement. En plus, tu digères mieux. Et Ouais, c'est clair. c'est clair, c'est clair. Non, c'est nous en ostéo, c'est le fondateur, un des fondateurs de l'ostéopathie disait que la vie c'était le mouvement. Et Ouais, c'est c'est vrai vrai. en fait, c'est Ouais. exactement ça, la vie c'est le mouvement. Et si on perd ce mouvement, bah, il y a un petit peu tout autour qui va se dégrader aussi. Donc, c'est un vrai conseil, je pense, de bouger. Et c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué à faire. Il faut juste arriver à se dire, allez, go, j'y vais. Ouais. Et on se motive. Franchement, même 20 minutes dans la journée à trouver, même si c'est pas énorme, c'est déjà vraiment beaucoup pour changer la donne par rapport à une journée C'est de clair. base. Et tu sais, hier, j'ai fait un challenge qui est sorti sur YouTube en même temps quasiment que ce podcast, qui va Mhm. sortir en même temps que ce podcast. C'était de faire 6 activités sur la journée. Et en fait, depuis 4-5 mois maintenant, ça commence à faire longtemps, je ne bouge presque plus. Ma moyenne de pas par jour, elle est de 3 000 pas. Je vais juste à la salle et je faisais pas grand-chose. Et hier, j'ai fait ces 6 activités. Elles n'étaient pas si folles que ça, mais ça m'a mis complètement KO. Et en même temps, ça m'a fait tellement de bien de tellement bouger. Euh, C'est ça. et je m'étais déjà mis un petit coup de pied quand même déjà la semaine dernière, il y a 2 semaines presque maintenant, avec un autre podcast qui est juste avant celui-ci, où je reviens sur la notion d'océan, le fait que voilà, on nage un peu dans un océan, on ne sait pas où on va, mais on est dedans et on a le choix de Mhm. soit couler, soit rester à la surface. Et justement, là-dedans, je fais vraiment le parallèle d'inviter un max de gens à bouger, faire n'importe quoi, juste aller marcher, etc. Et genre, je suis en plein dedans aussi. Donc, c'est clair que je m'identifie vachement aussi avec toi, mais je pense que tous les professionnels aussi, on a été touchés par ça parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous. Et du coup, on bosse là où on s'entraîne, etc. Donc, forcément, on est tous impactés par Bien cette sûr. tendance, ouais, Mais c'est sûr.
Mais c'est bien, je trouve, de pouvoir en discuter aussi, parce que justement, on peut s'entraîner, on peut s'entraider, et finalement, plus on échange les uns avec les autres, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger comme on fait dans des professions qui sont différentes, parce que elles sont complémentaires, et au final, on peut tous se motiver les uns les autres à rester dans une bonne dynamique, plutôt que de se mettre chacun de son côté. Enfin, moi, je sais que j'adore travailler en pluridisciplinarité. Enfin, je travaille dans un cabinet de kiné du sport, par exemple, et ça m'apporte énormément au quotidien parce que, en fait, on peut échanger tout le temps. Ça m'arrive de dire j'ai un doute sur ce patient ou je me pose une question, comment toi tu ferais? Et du coup, je trouve que déjà, c'est intéressant de se remettre en question et de ne pas hésiter, des fois, devant le patient, de pouvoir dire bah, là, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas réponse à tout, on est humain, et Ouais. que je trouve que c'est important de le reconnaître aussi et de se dire, bah, j'ai quelqu'un qui est à la porte juste à côté, je me permets d'aller le voir, on discute ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme ça, on trouve une solution. Et ça, mais c'est juste trop bien. Ah bah Je ouais, tu pense pour le m'étonnes. patient, et puis en termes d'évolution professionnelle, c'est juste génial. Et dans tout ce qu'on disait, tu vois, sur les déficits musculaires, moi, d'avoir pu travailler avec des kinés, de travailler au quotidien avec des kinés, bah, on peut vraiment échanger sur eux. Des fois, c'est possible qu'ils m'envoient des patients parce que justement, ils ont des blocages et qu'ils ne peuvent plus avancer dans la rééducation dû à ces blocages-là. Et moi, inversement, je peux leur envoyer des patients où je me dis, mais en fait, ce que je travaille, l'ostéopathie, c'est vraiment redonner de la mobilité au corps. On redonne du mouvement au corps. Je fais un petit aparté là-dessus parce que j'entends beaucoup des gens qui disent, je me suis déplacé le bassin, j'ai une vertèbre déplacée. Non, on n'a rien qui est déplacé. On a une perte de mobilité. Le jour où c'est déplacé, on est à l'hôpital. Ouais. Donc, c'est juste un manque de mobilité. Et nous, en tant qu'ostéo, on est un petit outil, un coup de boost pour permettre au corps de retrouver cette mobilité. Mais finalement, si j'ai eu un blocage, mon corps, il s'est adapté à ce blocage-là, à ce verrouillage. Et donc, Ouais. il faut que je le remette derrière un mouvement. C'est mobile, ok, mais il faut que je le fasse bouger. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent je dois rien faire pendant 48 heures après la séance, c'est bien ça? Ben, je suis pas totalement ok avec ça, justement. Je Ouais. préfère que mes patients ils fassent des activités en restant dans leur zone de confort. Évidemment, je vais pas demander à un crossfitter, je vais pas dire au crossfitter de me faire un PR, enfin un record Mm. max le lendemain de sa séance d'ostéo. Ça, c'est crétin. Par contre, de venir faire un peu de mobilité, de venir faire un renfort spécifique, de venir travailler sur les muscles qui maintiennent le système squelettique, parce que finalement, notre squelette, il tient parce qu'on a un maintien musculaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça c'est bénéfique et ça permet dans le temps d'avoir des traitements qui tiennent. Le but, c'est pas de revoir les gens souvent, c'est de pouvoir leur donner à un moment donné de la mobilité, que derrière cette mobilité, ils l'utilisent pour que le corps puisse s'adapter lui-même à ses propres contraintes. Ouais, c'est ça. Et du coup, les gens peuvent se remettre dans la situation de départ avec une mauvaise pratique. Ah bah Et complètement, complètement, oui. Bah, ça va vite en plus. Enfin, moi, je vois dans les gens que je peux voir, des fois, c'est drôle parce que je me dis, ils viennent faire une séance d'ostéo et puis le lendemain, je les vois faire du squat lourd ou du snatch. Alors, si on traite des épaules, enfin, une épaule, d'aller faire du snatch le lendemain, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Par contre, peut-être que d'aller travailler sur des rhomboïdes, des fixateurs d'omoplates, sur du dentelé, sur tout ce qui va me permettre d'avoir un renfort profond de mes épaules pour me donner, en fait, par la suite, un snatch puissant. ouais, Ça, c'est OK. ouais, Et on clairement. oublie un petit peu le renfort, et dans tout, même dans la course à pied. Moi, je le vois, les gens, ils courent. Et en fait, la course à pied, pour moi, c'est un trépied. Il y a bon, ma chaussure, parce que c'est hyper important dans la course à pied. J'ai une bonne chaussure qui me correspond. J'ai le fait de m'entraîner, d'avoir un bon échauffement, de faire mes gammes, de pratiquer ma course à pied régulièrement. Et j'ai du renfort. Ouais. Parce que si j'ai pas les muscles qui me permettent de courir, Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Et c'est une des erreurs les plus courantes quand les personnes se mettent voilà, un petit niveau de course ou se mettent à courir plus souvent, c'est de pas travailler leur renforcement.
Ça marche avec toute activité type cardio, etc. Ça va peiner au bout d'un moment, quoi. Bah, bien sûr. Bah, c'est souvent que souvent on pense par exemple que la course à pied, ça le fait moins dans la musculation, je trouve, et encore moins dans le CrossFit parce qu'on a plus tendance à se faire coacher ou à se faire conseiller. Mais dans la course à pied, c'est vrai qu'on s'imagine que pour courir, finalement, c'est juste je marche vite, quoi. Et je peux le faire tout seul. Et sauf que c'est hyper important, je pense, de pouvoir se faire suivre à des moments de la course à pied. Je dis pas de se faire suivre forcément pendant tout, tout le moment, toute son évolution, mais peut-être au départ pour apprendre à courir, parce que ça s'apprend de courir Ouais, correctement, c'est clair. Ouais. d'avoir des bonnes bases. Et puis après, quand on prépare une compétition, je pense que j'aurais jamais couru les 45 kilomètres de la Saint-Élion, mais c'est même pas je pense, j'en suis persuadée. J'aurais jamais fait cette course et 3 jours après cette course, j'aurais jamais pu faire du CrossFit si j'avais pas eu mon coach qui m'avait justement préparé pendant un an auparavant. Pendant un an auparavant et qui a fait en sorte qu'en fait, musculairement, je sois prête, mentalement, je sois prête. Et du coup, derrière, mon corps était totalement OK pour la course, malgré que c'est de la pluie pendant 40 kilomètres sur les 45, qu'on part à 23 heures, que le départ il est donné à 23h30 et que je suis arrivée à 6h45 du matin ou 6h du matin, je ne sais plus exactement. Ouais. Et, et au final, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais plus jamais je refais ça. Je savais plus si je devais pleurer ou rire parce que on est dans un tel état d'euphorie et Ouais, ouais. c'est tellement super de passer cette arche finale de la Saint-Élion. Et puis en même temps, 3 jours après, je me disais, en fait, mon corps, il est super bien. Mon corps est super bien. Passé le C'est rare lendemain, je d'entendre ça, retournais à hein. marcher. C'est vraiment très rare. Ben ouais, mais je pense que enfin, une bonne prépa, et justement, je suis très heureuse de m'être fait aider dans cette prépa, parce qu'on a jonglé, j'ai fait des entraînements, c'était terrible, hein. Il me faisait faire, je faisais du fractionné, je faisais de la longue distance, je faisais des moments où je courais, puis sur les quais à Lyon, imagine. J'étais en train de courir, et il me disait, au bout de 1 kilomètre, 1 minute de chaise. On repart, kilomètre d'après, 20 fentes. On repart, kilomètre d'après, des squats. J'avais l'air maline à courir sur les quais et à faire tout ça, donc les gens me regardaient d'un air de dire, mais Ouais. celle-ci, elle est givrée. Je connais Et parce que j'ai pourtant, fait ça aussi sur les quais à Lyon. Je me suis même blessé en faisant ça, hein, donc ah ben bravo. ouais, c'était une belle histoire. J'étais en train de faire du fractionné aussi sur les quais à Lyon. Et c'était les années où je me remettais. C'était une année où je me remettais à la course pour la deuxième fois parce que j'ai eu des problèmes sur les ménisques. Et en fait, euh, pour expliquer, mon ischio merde, j'ai pas le mot. Mon ischio, Ça fait un il a claquage. claqué. Ouais, voilà, il a claqué. Et en fait, je l'ai sorti, j'ai pas réussi à supporter mon propre poids sur un sprint. Et Ouais. vraiment, genre, il y avait tellement de monde, parce que, en fait, pour donner le contexte, à Lyon, sur les quais, quand c'est libre accès et tout, il y a vraiment du monde l'été. C'était en plein été. Il y avait au moins 50 personnes autour de moi, tu vois. Et là, blam. Et putain, j'ai mis 2 heures pour rentrer chez moi, alors que j'habite à même pas mis 1 kilomètre, franchement. C'était horrible. Ouais, claquage, ça pardonne pas, hein. Ah ouais. Mais, Mais mais ouais, ouais, c'est vrai que cette prépa, c'est important, hein. Enfin, je pense que c'est la clé. Et d'avoir un corps qui est solide, mais qui est solide pas seulement pour faire joli, hein, parce que l'esthétisme, moi, c'est ce que je dis à mes patients des fois, quand je leur montre le transverse, justement, c'est assez drôle parce que j'ai un super logiciel d'anatomie en 3D, et du coup, sur ce logiciel, je peux enlever les couches musculaires. Donc, ça me permet des fois, quand j'explique à un patient leur problème, je leur montre d'un point de vue anatomique qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Et je leur explique pourquoi j'ai envie d'aller travailler ce muscle-là et pourquoi il serait intéressant derrière qu'eux, ils fassent du renforcement sur ce muscle. Et du coup, je leur dis, bah là, on enlève les obliques externes, qui est la première couche. Derrière, on va chercher les grands droits. Donc, j'en dis, vous savez, c'est ceux qui font joli, qui font les tablettes de chocolat. Et on a les obliques internes à côté, mais c'est encore dessous, le transverse. Et finalement, bah, ce muscle-là, regardez où est-ce qu'il s'attache. Et de se rendre compte de la taille du muscle, de sa ouais. profondeur, ils se disent, ah mais d'accord, en fait, je comprends. Et je pense que c'est important que ce soit dans le coaching
ou dans le monde de la santé, que le client ou le patient comprenne ce qui se passe dans son corps. Parce que à partir de là, il devient acteur soit de sa rééducation, soit de sa prise en charge santé en ostéo, soit de son coaching. Et du moment où la personne elle est actrice de ce qu'elle fait, je pense que l'implication est pas Ah la ouais, même ça que... change tout. Vraiment, même en tant que professionnel, en tant que coach pro, franchement, ça change vraiment un suivi quand quelqu'un s'intéresse à ça. Mais malheureusement, je vais te dire, mais il y a peu de personnes qui s'y intéressent et qui prennent le temps de s'y intéresser. Ou alors ils font ouais, ouais, des trucs comme ça, genre ouais, ouais, ok, fais-moi des biceps. Je veux des gros bras, Non, je veux c'est des vrai. abdos. C'est tellement ça. Mais c'est dommage parce que ça va changer énormément la pratique et le niveau de la personne et à quel point elle va vite progresser en fait. Faut leur demander, c'est soit ils veulent des abdos qui sortent avec des gros ventres, soit ils veulent des beaux abdos tout plats. Bah, avec des abdos tout plats, c'est le transverse. Les abdos avec le gros ventre, c'est les grands droits. Ouais. Alors après, bon, ça dépend de la pratique de la personne et de ce qu'elle choisit. Mais Ah, justement, bien tiens, par sûr. rapport à ça, je vais faire un petit parallèle qui va nous permettre d'amorcer la suite. Parfois, l'esthétisme n'apporte pas, ou l'esthétisme visé par une personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes notions de l'esthétisme, n'apporte pas forcément un équilibre musculaire. Et je vais prendre un exemple qui est typique dans le body, c'est le bikini body. Et bien justement, le bikini body, il n'est pas équilibré du tout. Le bikini body, déjà, il y a un petit souci sur le tronc, parce que l'idée, voilà, c'est que le tronc, on ne le pose pas trop, sauf le dos, bien sûr. Ça va à ce niveau-là. Il y a un galbe fessier qui doit être le plus énorme possible, et souvent, justement, ça apporte une disproportion vers l'arrière. Les épaules, oui, c'est quand même important. Les bras ne sont pas travaillés. Enfin, voilà. Et puis, les jambes doivent être assez fines et longues, bien que renforcées. Maintenant, ça commence à changer là-dessus. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel est le problème majeur qu'on va retrouver sur ce profil? Ben, on risque de retrouver des déséquilibres de chaîne antéro-postérieure, avant-arrière, et enfin, ça va donner des contraintes derrière sur tout ce qui est bassin, tout ce qui est aussi des douleurs vertébrales. Ouais. Et puis dans tout ce qui est ce type de compétition, le problème, c'est l'après aussi. Parce qu'il y a du renforcement musculaire qui n'est pas équilibré, donc le corps va s'adapter à ça, parce qu'en plus, c'est fait pendant longtemps et sur des grandes périodes. Et le moment où ça s'arrête, le corps, il a plus du tout d'attache. Parce que le muscle, comme c'est lui qui vient maintenir notre système squelettique, au final, quand ça va se relâcher ou qu'on va passer sur un système de renfort qui va être beaucoup plus doux, on va dire, enfin moins spécifique, forcément, le corps, il va devoir compenser complètement avec tout ça. Et dans la santé, entre guillemets, alors santé, je mets même dans le global, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un centre de gravité, on essaye le plus équilibré possible. Ouais. Donc, qui tomberait, entre guillemets, dans l'idéal, entre les deux pieds. Bon, ça, on Ouais. sait très bien que ça n'arrive quasiment jamais, hein. Mais parce qu'on a tous en plus des chaînes préférentielles et c'est ce qui fait nos différences, nos forces. Et c'est ça qui est vraiment intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui sont plus forts sur leur chaîne postérieure, d'autres qui vont être meilleurs sur leur chaîne antérieure. C'est très bien d'être dans ce petit déséquilibre. Mais c'est vrai que quand on est dans des pratiques aussi importantes, là, on va avoir un gros déséquilibre de centre de gravité. Et derrière, ça peut jouer sur plein de choses parce qu'on peut avoir des maux de tête. Parce que si on a trop de surutilisation au niveau des épaules, on va avoir des verrouillages au niveau de la base du crâne. On peut avoir des tensions au niveau des mâchoires. Donc, ça peut provoquer des migraines, ça peut provoquer des serrements de dents. Ça peut provoquer aussi beaucoup de ce type de déséquilibre et de pathologies finalement à soupçonner parce qu'on ne se dit pas que juste parce qu'on a un renforcement déséquilibré, on peut avoir des maux de tête. Et pourtant, ça peut grandement jouer. Ouais. C'est fou, ça. C'est incroyable. Mais Donc, c'est ouais, hyper, je c'est pense que hyper intéressant. c'est ça. Ouais, après, ça va dépendre de la pratique de la personne. Et Mhm. je voulais faire un petit peu le parallèle à ça. Toi, est-ce que tu as eu, ou est-ce que tu es en train de bosser sur des zones, de faire attention à des zones? Tu as eu à faire attention à des groupes musculaires, justement, pour ces notions-là. Complètement. Moi, j'ai eu des douleurs un peu inexpliquées au genou à un moment donné quand j'ai commencé à faire du squat au CrossFit un petit peu plus lourd.
Et puis, je comprenais pas pourquoi, parce que je courais à côté, enfin, tout se passait bien. Et du jour au lendemain, j'ai une douleur qui était apparue sur un genou. Et puis, je suis allée faire du coup des examens complémentaires, forcément, parce que je me disais, bah, j'espère que j'ai pas créé une atteinte, un problème de ménisque ou autre. Ouais. Et tous mes examens complémentaires négatifs. Il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, c'est quand même fou. Je suis allée me faire traiter en ostéo aussi, donc qui trouvait des petits déséquilibres, des petits manques de mobilité. On les a traités, mais la douleur, elle était toujours là. Ou elle diminuait, puis elle revenait. Et je me suis dit, une douleur qui va, qui vient, comme ça, il y a un souci. Et en fait, justement, j'avais un déficit musculaire, et ça, je m'en suis rendu compte en le testant et en travaillant un petit peu différemment, au niveau de mon moyen fessier, opposé au genou, justement, où la douleur était là. D'accord. Et pareil, du vaste interne, donc de mon quadriceps, de l'autre côté aussi. Et finalement, j'avais compensé avec mon genou gauche des déficits de ma jambe droite. Donc j'ai retravaillé ça. Et en le retravaillant, bah, finalement, mes douleurs, elles ont disparu et j'ai plus jamais eu de douleurs derrière sur mon genou. En tout cas, je touche du bois pour l'instant. Bah, c'est bien. Ok. Donc Oui, c'est c'est marrant. cool. Et pareil au niveau du dos, enfin, j'ai une pathologie au niveau du dos. Et en fait, la seule chose qui permet de soulager cette pathologie, c'est entre autres le renforcement musculaire et notamment de garder une bonne posture. Donc, j'ai commencé le Pilates pour pallier aussi ces soucis-là de renforcement de gainage profond. Et ça a tout changé parce que ça a changé non seulement ma posture au quotidien, ça l'a améliorée, mais surtout en termes de pratique sportive, ça m'a permis d'être beaucoup plus propre sur mes mouvements en haltérophilie Hmm. et du coup de pouvoir gagner en charge. Et surtout au départ, quand j'arrivais vers mon PR, je mettais ma ceinture lombaire parce que du coup, je me disais comme ça, je prothèse mon dos. Finalement, on s'appuie un petit peu dessus, ça nous Ouais, permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais au final, ça remplace nos muscles, bien sûr. cette ceinture. Donc, je le conçois tout à fait sur un PR, parce qu'un PR, de toute façon, on donne plus que le max au final. Mais, euh, mais par contre, sur de l'entraînement, ben là, c'était hyper intéressant de me rendre compte que j'en avais pas tant besoin de cette ceinture, Non. parce que plus je travaillais sur mes abdos profonds, plus je travaillais sur mon dos, plus j'étais gainée et plus mes barres, elles montaient. Ouais. Et ça a été hyper intéressant. Et une fois qu'on comprend ça, on, on commence à revisiter sa pratique sportive. Ouais. Si vraiment, franchement, ça, c'est une partie du podcast. Si vous pouviez la retenir, s'il vous plaît, parce que elle est puissante. Hein. C'est un truc qu'on croise extrêmement souvent. C'est une erreur vraiment commune. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison, donc on ne le voit plus trop. Mais le nombre de personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance de travailler sans ceinture et de travailler justement avec la ceinture quand c'est vraiment nécessaire, c'est fou. C'est fou. Moi, je travaille Mais sans tu sais, ceinture c'est ce qu'on depuis bien voit. longtemps. Et ça, Mais bien si j'ai sûr, un tronc puissant, mais c'est justement grâce à ça. exactement. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les vendeurs de rêve un petit peu sur les réseaux sociaux qui vendent des t-shirts de posture, quoi. Ouais, j'ai Et vu je ça. parle des réseaux sociaux, mais je vois ça, j'ai des pubs sur Google qui vendent, ou sur Groupon, là, qui nous vendent des t-shirts posturaux pour redresser les épaules. Mais c'est complètement crétin. Ça redresse pas les épaules. Enfin, c'est masqué, c'est combler le déficit et au final, c'est reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la seule solution pour avoir l'effet de ce t-shirt, qui en plus est, je pense, psychosomatique, Ouais. c'est vraiment, c'est vraiment en fait de faire du renfort spécifique sur les fixateurs d'omoplate, sur le dos, d'aller chercher, après ça tu connais mieux que moi, mais tout ce qui est le renforcement de cette ceinture scapulaire Ouais. et de ce gainage avec les abdos, bien sûr. C'est une chaîne, hein. Tout fonctionne ensemble. Donc, Franchement, de la ceinture travailler la scapulaire, le c'est une tirage, des parties les tout est plus important. dures à. La ceinture scapulaire, je pense que c'est une partie des plus dures à maîtriser et à faire comprendre à un Mm. coaché. Mais c'est super important. Ça va changer mais énormément tous les mouvements de poussée, etc. Mais aussi la posture, hein, en vrai, de quelqu'un, de manière générale. Bien S'il sûr. arrive à comprendre comment fonctionnent ces scapulas, omoplates à l'ancienne, franchement, ça change tout. C'est ça. Sur Ça, les ça, tractions, par exemple. ouais.
Ouais, c'est sûr. Sur les tractions, on voit la différence entre les gens qui tirent leur barre avec les biceps Ouais, et ceux qui vont vraiment chercher le grand dorsal. La traction, elle n'a rien à voir. ouais, Et on est beaucoup plus puissant, plus stable. Et dans le CrossFit, c'est le gros défaut d'ailleurs. Hein. C'est on veut tout de suite faire des pull-ups, des tractions, d'aller chercher sur du keeping parce qu'on veut de la rapidité, on veut pouvoir faire de la répétition. Sauf ouais. qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir déjà la base pour pouvoir faire ça. Et on oublie qu'avant de pouvoir faire du keeping ou du butterfly ou n'importe quelle autre technique qui va nous permettre de gagner du temps et de la répétition, ben, il faut savoir faire du strict en fait. Parce que si Ouais. on fait le strict, ça veut dire qu'on est capable de recruter le système musculaire qui va nous permettre derrière de le mobiliser différemment et de lui donner du dynamisme. Mais si je ne l'ai pas au départ, c'est là où je risque de me blesser parce que du coup, typiquement sur des keeping pull-up, qu'est-ce qui va se passer? On va venir, on voit beaucoup des gens qui envoient les jambes vers l'arrière, qui vont du coup venir se cambrer beaucoup avec une perte du gainage abdominal et on va avoir beaucoup de sollicitations sur les épaules. Ouais. Ah bah là, du coup, oui, c'est sûr. Ouais. Nécessairement. Alors que normalement, une traction, ça se passe par les abdos et le dos, quoi. Ouais. Les abdos, le dos, et bien sûr, forcément, les biceps, on ne pourra pas le retirer. Tu auras forcément besoin des biceps sur la traction. Mm. Alors, Ah ça ben, dépend oui, si tu es en pronation, bien sûr, supination, beaucoup plus. Euh, mais dans tous les cas, voilà, on n'aura pas de traction sans biceps et force de biceps. Et d'ailleurs, c'est un truc qui peut être négligé, justement, en termes de renforcement. C'est les biceps où les personnes ne se rendent pas forcément compte que parfois, elles ont peut-être la puissance nécessaire sur leur grand dorsal, mais il y a peut-être justement un petit renfort à faire sur les biceps, ou alors ça peut être l'inverse, en vérité. Et je pense que c'est plutôt complètement. c'est pas forcément le rapport au poids de corps qui pose problème, ça peut être tout simplement ce renforcement-là. Les gens s'imaginent des fois que ouais, je suis pas assez sec, donc du coup, j'arrive pas à me tirer sur ma traction, j'arrive pas à me porter moi-même. C'est Bah, vrai. en fait, non, t'es pas assez fort. Donc, alors par contre, c'est violent, mais c'est vrai. Voilà, du coup, il y a forcément du renfort qui doit être mis en place. Et justement, Charlotte disait juste avant qu'il faut travailler justement sur le mouvement en question et la partie du mouvement qui est impliquée. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut directement passer les tractions. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Donc, dans ce cas-là, faites de l'assister, passez par des mouvements alternatifs. Ah oui, carrément. Et puis même travailler justement cette rétraction sans faire la traction, juste faire des rétractions à la barre, c'est Ouais, super intéressant. ah, c'est clair. Et puis ça, on le sent passer. Hein. Ouais, Mais c'est moi, pareil pour les mollets. Tu parlais des biceps, Ouais, bah, oui, mais les oui. mollets aussi. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas pour les tractions pour le coup, Ouais. mais les mollets, on les oublie. Hein. On les oublie vachement. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, personnellement, je pense que j'étais très stressé par ça quand j'ai démarré la muscu, donc j'ai pas été concerné, mais c'est quelque chose que j'ai vu en tout cas. Quand j'ai démarré la muscu, moi j'étais stressé de ressembler à Booba en fait. Vraiment le syndrome des chicken legs. Je te jure Je que vois. dès que j'ai commencé la muscu, en fait, quand j'ai commencé la muscu, T'avais je rigolais avec des potes et ils me disaient ouais, tu vas voir, tu n'auras pas de jambes et tout, ça va faire comme Booba et tout. Et du coup, ça m'a stressé. Et je faisais les jambes, mais direct, hein, j'étais chaud. Et du coup, ça a toujours été la séance number one. Et du coup, maintenant, j'essaie d'avoir un haut du corps. Ouais. Je vois. Non, mais Moi, c'est. personnellement, Franchement, c'est. si je vais faire la parallèle, pour moi, c'est l'arrière d'épaule, le groupe musculaire sur lequel j'ai eu le plus à bosser sur les dernières années et surtout en ce moment encore aujourd'hui, parce que c'est très dur à rattraper. Et c'est très facile d'avoir un déséquilibre en fait entre l'avant et l'arrière d'épaule, donc ce qu'on va appeler les deltoïdes antérieurs et postérieurs. Euh, En fait, les antérieurs, ils sont recrutés de partout, quasiment partout. Tout ce que vous allez faire en poussée, vous faites des pompes. Les antérieurs, ils sont là. Vous faites les épaules, ils sont là. Vous faites les antérieurs tout seul, surtout à ne pas faire. Vraiment, je ne recommande pas. Ça n'a aucun intérêt de travailler les antérieurs en isolation. Je ne pense pas. Toi, tu vois un intérêt peut-être, mais non. Non. Ils sont Donc, toujours je l'ai jamais recrutés. fait et jamais conseillé.
Et ils sont toujours sur-recrutés en vérité, même sans isolation. C'est très facile d'avoir un volume d'entraînement sur les deltoïdes antérieurs qui est plus qu'important. Et par contre, le postérieur, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un équilibre sans isolation. Vraiment, quand on est au CrossFit, il y a un déséquilibre. Quand on est en pratiquant de muscu, il y a quasiment toujours un déséquilibre. Et moi, ça se voit énormément parce que j'ai une bonne génétique sur médian et antérieur. Et donc, du coup, quand tu me regardes de côté, tu vas le voir, hein. Je pense, je ne sais pas si on le voit. Ouais, on le voit quand même. Que l'antérieur est beaucoup plus développé que le postérieur. Et du coup, ça me gêne dans ma posture, forcément, parce que ça va me porter vers l'avant. Et Complètement. bon, c'est pas qu'une question d'esthétique pour le coup, mais c'est vrai que bah, tu le sens en fait, que du coup, tu te voûtes beaucoup plus facilement et tu te portes sur l'avant avec ce déséquilibre-là. C'est ça. Et Ah du bah coup, c'est clair. Bah, tout ce qui est les épaules, l'enroulement des épaules vers l'avant, c'est ce qu'on voit le plus en fait aujourd'hui, hein. Donc c'est vrai que déjà, juste même à la maison, quand on est sur l'ordi, de pouvoir juste bouger un petit peu les épaules, c'est tout bête, hein, mais ça fait pas de mal, histoire d'éviter de se plonger vers l'avant toute la journée. Et oui, moi je suis comme toi, hein, mon point faible, c'est mes épaules et c'est ma zone postérieure. ouais, J'ai beaucoup de mal à les renforcer comme j'aimerais parce que pareil, j'ai tendance à avoir cette posture d'enroulement vers l'avant et dû aussi au fait que j'ai travaillé plus, j'ai voulu faire des push-ups propres, des pompes propres, donc du coup je les ai travaillés, etc. Et du coup, à défaut de travailler ma chaîne postérieure, et au final, aujourd'hui, je rattrape ce déséquilibre et je prends le temps de justement de faire aussi du tirage vertical, du tirage horizontal, de travailler avec des machines à charge guidée, ouais, en tout cas quand on peut le faire, ouais. ou sinon de travailler après à la kettlebell ou à la dumbbell. C'est vrai que j'avais acheté ça pendant le premier confinement et en fait on peut faire beaucoup de choses avec et en termes de renfort, on peut vraiment avoir des résultats intéressants sur du tirage avec de la dumbbell et de la KB. En tout cas, je trouve. Et c'est vrai que je m'applique plus à faire ça maintenant qu'à travailler ma chaîne antérieure parce que finalement, la chaîne antérieure, tu as raison, on l'utilise beaucoup au quotidien. Ouais. Ah, ben Donc, clairement. aller chercher du Même, tirage. et tu sais que même en rajoutant du tirage, etc., ça ne pourra pas forcément 100% compenser si tu n'isoles pas justement. Là, je Ouais. refais le parallèle au deltoïde postérieur, pardon, mais ouais, c'est clair que même si tu l'isoles pas, celui-là, ça peut ne pas suffire parce que tu as des parties de tirage qui vont pas avoir le postérieur comme 100% synergiste et donc ça va pas totalement le recruter de manière intéressante. Je te prends un travail avec kettlebell, par exemple, où même si l'amplitude elle est complète, bah, tu vas être limité Mm. par ton tronc et donc du coup la kettlebell elle va bloquer contre ton buste. Et donc voilà, le recrutement Complètement. du postérieur se fait forcément avec un élan beaucoup plus grand. Et si ça passe pas Mhm. par un travail vraiment isolé comme à l'élastique ou même à la kettle, un petit peu difficile quand même à la kettle. Euh, Peut-être à la dumbbell plutôt, ouais, ça va être halter, ça va être plus chaud. Et en vrai, là, je m'entraîne à la maison et c'est tellement ingrat à recruter ce groupe musculaire, enfin ce muscle-là, que j'ai hâte de retourner en salle de sport pour avoir un câble pour le recruter parce que c'est insupportable à la maison. Parce que du coup, c'est travail élastique. Mm. Ils étaient tous pétés avec les mouvements d'arrière d'épaule. Littéralement, c'est vrai en plus. Et du coup, j'attends de pouvoir récupérer les câbles pour bien les recruter. Et il y a un autre groupe musculaire qui personnellement m'a fait défaut. C'était les ischios avant. Alors aujourd'hui, je me suis vraiment bien rattrapé dessus. Je me suis même découvert une génétique d'ischio sympa. Mais je le sentais parce qu'en fait, Intéressant. sur mes premières années de musculation, typiquement, ce que je faisais, c'était les séances jambes où au début, tu fais du squat, de la presse, du leg extension. Donc, grosso Mm. modo, que du quadriceps. Du Tu quadri. termines par un petit leg curl avec des mollets si tu es sympa avec tes mollets. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment, je tâtonne un peu là-dessus. Parce qu'on va pas se le cacher, travailler les ischios pour un gars, c'est pas les mouvements les plus badass, quoi. Sauf si c'est Ah, du c'est clair. soulevé de terre, jambes tendues, et encore jambes tendues, tu as les fesses en arrière et tout, enfin voilà. Et en général, les ischios, on aime moins les bosser. Alors personnellement, j'ai découvert une passion pour le leg curl. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai appelé mon jeu le fast and leg curl. Euh,
Et au final, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de corriger justement mes problèmes de ménisque. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que dans mes premières années de musculation, je me blessais souvent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? J'arrivais plus à avoir de flexion de genoux. Vraiment, j'étais dans des situations où je passais 2, 3 mois chez moi où je faisais pas grand-chose, je marchais un peu et c'était chaud, j'arrivais pas à plier le genou. Après, je retournais du coup au renforcement et ce qu'on me faisait faire justement, c'était du travail d'ischio-jambier parce que là-dessus, j'arrivais à beaucoup plus facilement travailler sans pour autant mettre une flexion au sol, avoir mon poids de corps dessus ou une charge en impact dessus. Et ça me posait beaucoup moins de problèmes. Et en fait, je suis certain aujourd'hui que c'était un déficit aussi au niveau musculaire qui ne facilitait pas la tâche sur les ischios. Et même quand je me suis remis à la course à ce moment-là, c'est les ischios qui ont lâché au moment où j'essayais de courir sur la partie. Et ouais, il y a, en vrai, c'est toujours quand c'est trop tard que tu te rends compte que tu dois bosser un groupe musculaire en question. Alors, tu peux t'en rendre compte quand c'est trop tard, quand tu te blesses, ou même quand tu le vois physiquement. Des fois, tu te retrouves avec des pratiquants qui font ah, Julien, putain, t'as des ischios et tout, comment t'as fait, au bout de combien de temps? J'ai travaillé. Ouais, c'est ça, genre, regarde combien de séries t'as fait par semaine de quadriceps, t'as fait 2 leg day, t'as fait 24 séries, ok? T'as fait 2 leg day avec 3 séries de leg curl à chaque fois, 6 séries. Ah Voilà. ouais. Ah, mais c'est clair. Et c'est vrai que les ischios, en plus, c'est dur à travailler les ischios, hein. C'est franchement, ça fait souffrir un peu. Ouais, personnellement, ça me passionne parce que c'est un gros biceps ischio en fait. C'est le biceps de la jambe. Et quand tu as des ischios qui se développent, tu le sens en fait au fur et à mesure où ils deviennent plus importants. Et quand ils sont développés, c'est trop stylé quand tu arrives à les contracter parce que c'est comme un gros biceps que tu contractes, tu vois. Et du coup, tu, C'est tu les vrai. sens, tu les sens de ouf. Et, et c'est trop bien. J'aime bien ce parallèle. Ah, vraiment, je sais pas, c'est comme si, tu sais, enfin, quand tu développes tes quadriceps, je pense que c'est la notion où tout le monde arrivera à faire le parallèle plus facilement. Quand vous tendez la jambe et que vous avez votre quadriceps qui se contracte, vous vous dites, ouais, oh, c'est bon, j'ai les petites jambes et tout. Bon, c'est le même feeling avec les ischios, du coup, dans l'autre sens. Non, c'est vrai. Non, mais puis en plus, c'est hyper important aussi les ischios, hein, donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas de muscle qui n'a pas son importance. Donc, du coup, c'est Bien important sûr. de tout bosser au final. Et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs de pas mal de. Alors, ça, je ne sais pas après la pertinence de ce que je vais dire, mais en tout cas, je trouve que des fois, c'est peut-être dommage de faire que des séances haut du corps, bas du corps, et que c'est peut-être intéressant de faire plus de séances globales et après de modifier les exercices sur les différentes séances globales pour travailler les différentes fibres musculaires qu'on peut avoir à l'intérieur d'un même muscle, mais peut-être de travailler plus en entier sur le corps, parce que notre corps, c'est un ensemble et que c'est pas des parties, en fait, que tout est relié. Mm. Donc, c'est vrai que moi, c'est un peu ma vision des choses. Je sais pas si c'est Totalement la pareil. bonne ou pas. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de meilleure vision ou quoi, mais en tout cas, c'est vrai que des fois, ça me gêne d'entendre, bah, moi, j'ai fait un leg day ou j'ai fait un haut du corps, enfin, une séance dos, etc. Parce que je me dis que notre corps, c'est pas juste un dos, juste des jambes, et c'est pas un jour des jambes et un jour un dos. Finalement, c'est toujours tout relié et que on a des systèmes musculaires. C'est pour ça qu'on parle de chaîne musculaire. C'est Ouais. parce qu'on a des muscles qui se relient du crâne au bout du pied. Ouais. Donc, pourquoi pas tout travailler? Juste se dire que on a différents types de muscles, qu'au sein d'un même muscle, on peut avoir des fibres qui vont travailler de façon différente. Donc finalement, je peux travailler tous mes muscles. Sur chacune des séances, je pourrais travailler tous mes muscles de façon totalement différente à chaque Ouais. fois Ouais. pour recruter justement les différentes capacités musculaires, quoi. Et même sans aller trop dans le détail, parce qu'en vrai, ça pourrait faire une demi-heure de discussion supplémentaire. Mais je pense par exemple au travail d'antagoniste, des choses comme ça qui ne sont pas forcément réalisées quand on sépare autant les groupes musculaires et qui pourtant a tellement d'intérêt juste pour le système élastique, des choses comme ça, comme par exemple travailler ses quadriceps et en même temps ses ischios, ben, Mm. pas forcément les séparer, alors que pourtant les travailler ensemble, ça a tout un intérêt, en tout cas pour être plus performant, mais aussi pour bien se renforcer aussi Ouais. derrière. Même en termes de santé, hein.
Ce qu'on retrouve beaucoup, par exemple, en post-chirurgie euh, de la ligamentoplastie, par exemple. C'est ce qu'on appelle des flexums de genoux, avec des genoux qui restent fléchis. Pourquoi ils restent fléchis? Parce qu'en fait, j'ai un système de co-contraction qui se met en place, c'est-à-dire que finalement, mes antagonistes et mes agonistes travaillent ensemble. Et alors oui, il faut dans un premier temps permettre déjà au quadriceps de travailler, mais si je relâche pas mes ischio-jambiers, mon quadriceps, je peux bien le faire travailler tant que je veux. J'ai un rétrocontrôle de mes ischios qui va dire en permanence fléchir, 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 fléchir. Donc non, il faut bien que je travaille les deux, à la fois le relâchement de mes ischios et le recrutement de mon quadriceps, pour pouvoir finalement avoir cet effet de jambes tendues, d'extension de jambes qui est possible en fait. Et ça, des ligamentoplasties, il y en a énormément. Enfin, c'est une opération de chirurgie qui est très courante. C'est fou. Ok, ça marche. Donc, on a fait pas mal de parallèles, du coup, au final, avec les différentes pratiques. Attends, je recharge ma liste pour voir si on a un petit peu tout traité, mais je pense qu'on a déjà fait un sacré tour. Est-ce que tu notes, toi, sur le profil musculation, des groupes musculaires sur lesquels il y a potentiellement des déséquilibres qui sont fortement notables ou tu conseillerais de faire attention? Même si on a dit juste avant que bien sûr le tout repose sur un équilibre, mais je pense que tu Ouais, peux bien noter quand sûr. même les tendances sur des profils que tu croises en patient. Ouais, je dirais les abdos, enfin, vraiment important, le groupe abdominal profond, les fessiers. Et enfin voilà, moi déjà, c'est vraiment le tronc. Si on a une bonne stabilité de tronc, on va pouvoir derrière aller chercher de la force dans la ceinture scapulaire, de la force dans les jambes. Donc commençons par une bonne stabilité de tronc et ensuite on va aller chercher tout ce qui se passe autour. Ça Et ça, marche. je pense que ouais, c'est des choses. Si on bosse bien j'insiste sur les fessiers, mais en fait, je pense au bascule du bassin, enfin, au verrouillage des bassins en ostéo. C'est souvent dû aussi à des manques de stabilisation des fessiers. Donc, des fois, on peut s'éviter un tour chez l'ostéo si on a des fessiers qui fonctionnent correctement et qui sont bien recrutés. Donc, euh, donc stabilisez bien votre tronc et puis évidemment, sans oublier le reste, parce que tout a son importance. Allez, go Hip Trust. Voilà, c'est la conclusion du podcast. Ouais, c'est ça. Mais, Les coachés, ils vont me détester en fait. c'est clair. En plus, je suis vraiment ingrat sur le travail des fessiers. Je leur mets vraiment des exos qui font pas rire les mouettes. Donc, c'est, je, vois, c'est, c'est pas mal en général. je vois quelques stories passer. Ouais, et parmi mes favoris, le hip thrust en déficit, le hip thrust unilatéral en déficit. Ouais, Et si c'est, terrible. et s'il n'y a pas un doublage avec l'élastique et niveau abduction aussi, ça y va pas mal. Donc, ouais, Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. ça marche. Merci Charlotte pour ce podcast, c'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Insta si vous voulez suivre mon quotidien de sportive, entre guillemets, pour l'instant à la maison et puis le reste du temps à la salle. Et puis de temps en temps, j'écris aussi quelques petits posts sur l'ostéo quand j'ai des petites idées. Donc c'est pareil, si des fois vous avez aussi envie d'entendre des choses sur l'ostéo ou vous posez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser parce que ce sera un plaisir d'y répondre et pourquoi pas aussi de les regrouper dans des petits posts santé, biomécanique, mouvement, anat, c'est avec Allez, plaisir. allez, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous épeler du coup ton pseudo? Oui, mon pseudo c'est C, tout simplement, tiré du bas et Rieu, R-I-E-U. Ok, ça marche. Je Voilà. mettrai en bas de la vidéo sur YouTube pour ceux qui souhaitent voir son profil. Et puis si on souhaite te consulter au niveau professionnel. Eh bien ça, directement à Lyon. Alors j'ai 3 cabinets. Ah ouais, J'aime bien me excuse-nous. compliquer un peu la vie, moi. Parce que j'aime bien travailler justement avec du monde. Donc, du coup, j'ai un premier cabinet sur les quais de Saône vers Lyon 4e dans un centre qui s'appelle Aliam.
Ouais. Ça s'écrit A2LYANE et c'est vraiment vers l'île Barbe. J'ai un autre cabinet dans le 6e qui est vers le parc de la Tête d'Or où du coup je travaille dans un cabinet de kiné du sport. Donc c'est au 16 rue Vendôme. Et après je travaille au sein d'une box de CrossFit qui s'appelle Summum CrossFit, qui est toute nouvelle en plus de ça, parce qu'elle a ouvert en mars de Aïe, l'année aïe. dernière. Ouais. Donc, mais qui est top. Parce qu'il nous a justement, le gérant nous a mis en place une structure pour pouvoir s'occuper directement des adhérents au sein de la box. Donc c'est vraiment cool. Et ça, c'est à Satoné-Camp, donc c'est à côté de Lyon. C'est un village à côté de. Enfin, un village. Une petite ville à côté de Lyon. Ok, ça marche. Elle a dénigré l'endroit, c'était magique. Mais grave, alors qu'en plus, franchement, j'adore cet endroit. Ouais, ouais. Et la salle, elle est magnifique, mais. Elle se rattrape. Mais non, mais c'est très chouette, Satoné-Camp. Je suis très heureuse D'accord. de travailler là-bas. Ça marche. Merci beaucoup, Charlotte. Je te souhaite de passer une bonne soirée. À plus. Merci à toi. Salut. Eh bien voilà, c'était le podcast avec Charlotte qui m'a accompagné gentiment dessus. C'était super sympa. Au final, il est un petit peu long ce podcast. Pour ceux qui sont encore là, présents, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de suivre le podcast et de mettre une note pour l'aider. On n'est pas beaucoup, donc les personnes qui peuvent aider le podcast, vous êtes géniaux. J'espère qu'on se retrouvera prochainement. J'ai actuellement des petits soucis d'internet, donc j'ai du mal à publier les podcasts. Donc du coup, il est possible qu'il y ait un tas de podcasts qui arrivent d'un coup. Bon, pas d'un coup, je vais essayer de les espacer d'1 ou 2 jours, ou un petit peu plus. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de retard sur le podcast du fait que Orange ne souhaite pas me rétablir ma connexion. Je vais réussir, j'espère. C'est pas de ma faute. Cette fois, c'est pas de ma faute. L'irrégularité, n'est pas de ma faute ici. Donc, on se retrouve très rapidement pour un podcast, si Internet le veut bien, et que j'arrive à trouver de la connexion pour publier. Et on se retrouve pour la suite de Next Physique avec un autre sujet. Salut les athlètes, prenez soin de vous.